Alors, la Tour d'Argent, c'est un des plus vieux établissements de Paris. Dans une boulangerie comme la nôtre, on vend 54 000 unités de produits par semaine. On utilise Too Good To Go. On a été la première boulangerie, en tout cas la première grande marque à utiliser Too Good To Go. Il y avait Bill Clinton qui était venu, il y avait Brad Pitt et Angelina Jolie avec qui j'ai un petit peu discuté. Qu'est-ce que ça signifie avoir 3 étoiles ? Vous êtes un des meilleurs restaurants du monde. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Loudana et bienvenue dans le podcast du luxe. Je suis docteur et cofondatrice de la FinTech Grace, qui permet aux marques de luxe de protéger leurs biens exceptionnels afin que leurs clients les portent en toute sérénité partout dans le monde. Ces dernières années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer certains des plus importants dirigeants et grands noms du luxe qui, à travers leur histoire, ont créé celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Aujourd'hui, un ticket moyen le soir, on est autour de 650 €. À déjeuner, on est autour de 400 €. Ces leaders exceptionnels ont accepté de se livrer dans le podcast afin de vous raconter ce qu'il se cache derrière des pièces iconiques comme un sac Hermès ou encore une montre Bulgari. Comment ces groupes comme LVMH, Richemont ont bâti de tels empires. C'est toutes les questions de toutes les marques de luxe aujourd'hui. Des parcours impressionnants qui vous marqueront à jamais. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi afin de vous partager en exclusivité des conversations inédites et sans filtre avec les leaders de cette industrie. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir André Terrail, CEO de la Tour d'Argent, maison parisienne emblématique fondée en 1582. André est la 3e génération et nous partage dans cet épisode, avec cœur et émotion, toute l'histoire familiale. On apprend quel est finalement le business de la gastronomie, sa place dans l'industrie du luxe, comment faire évoluer une maison historique dans le temps, quel est le rôle si important de l'expérience client dans cet art. On parle également du rôle clé des vins et des spiritueux dans la gastronomie française. Et André nous fait également découvrir l'importance stratégique aujourd'hui de l'hôtel et de la restauration dans l'industrie du luxe. Un épisode qui a du goût et qui, j'espère, vous en apprendra autant qu'à moi. Je vous souhaite une très belle écoute en notre compagnie sur le podcast du luxe. Bonjour André. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ces sublimes bureaux de la Tour d'Argent. Est-ce que pour commencer, tu pourrais me dire un peu quel est le sentiment ou le symbole que tu as en travaillant ici ? En fait, c'est toujours très émouvant, évidemment, parce que c'est une maison familiale. Ici, d'ailleurs, c'était la chambre de mon père. En fait, à l'époque, mon père avait son appartement qui était au 1er étage. Nous, les bureaux étaient tout juste au-dessus, au 2e étage. Et quand j'ai un petit peu réorganisé la maison, c'était en prévision des travaux. On a installé les bureaux dans cet étage. Et ici, c'était très précisément là où se trouvait le lit de mon père. Donc, il y avait son lit. Et juste derrière, c'était son dressing. Et moi, quand j'étais tout gamin, je devais avoir 4-5 ans, je rentrais par cette porte-là. Il prenait son thé l'après-midi après la sieste. Et on m'autorisait à aller le saluer. Et puis, je le regardais. Il était tout juste derrière. Il y avait son dressing. Et il mettait son costume qu'il avait préparé. Il avait toute une très belle collection de costumes. Donc, c'est un endroit qui est rempli d'histoire et qui est très émouvant. Si on remonte d'ailleurs, et c'est un petit peu l'histoire magique de ces lieux, à l'époque, c'était la chambre de mon père, et bien avant ça, c'était les petits salons de la Tour d'Argent. Donc au début du XXe siècle, on est un petit peu dans l'époque du café anglais, dont on pourrait parler aussi, qui appartenait à mon arrière-grand-père. Il y avait tout un tas de petits salons où on pouvait recevoir. Donc ici, c'était, il y a près de 120, 130 ans, une petite salle de restaurant. Mais ça va bien alors avec ma première question, qui est, est-ce que André, tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Alors, André Terrail, moi j'ai 44 ans aujourd'hui, je suis à la tête de cette très jolie maison familiale, je suis la 3e génération, j'ai pris la suite de mon grand-père. Troisième génération. Et alors, quel est mon parcours finalement dans cette maison ? Moi, j'ai habité dans les murs jusqu'à 30 ans. J'habitais au 4e étage. Là aussi, on sent un petit peu l'importance de l'émotion, de la valeur familiale. Et puis, ma mère habite encore dans l'immeuble. Elle est tout juste au 2e étage. Donc, c'est toujours assez amusant de la voir traverser un petit peu les bureaux. Et ça apporte quelque chose finalement aux équipes, cette dimension familiale. C'est peut-être ce côté, ce luxe ultime qui est très important. Et donc moi, j'ai habité dans les murs jusqu'à 30 ans. J'ai étudié au Franc-Bourgeois, j'étais pas loin d'ici. Après l'école alsacienne. Ensuite, j'ai étudié à Boston. J'ai fait tout un cursus, un undergrad. J'ai fait 3 ans à Boston, à Babson. C'était très intéressant. Tu voulais faire quoi ? Pourquoi tu es parti là-bas ? Je pense que j'avais besoin pas de prendre l'air, mais de prendre un petit peu de recul sur la maison. Soit c'était ça, soit c'était une prépa en France. Pour être honnête, les prépas m'ont fait un petit peu peur. J'étais pris
à IPSUP et à Saint-Louis. Et franchement, j'ai pas eu le courage. J'avais déjà un ami d'ailleurs un petit peu plus âgé que moi qui était intégral. Et franchement, quand je le voyais bosser, je me disais, oh là là, mon Dieu, c'est pas forcément. Est-ce que j'aurais le courage de tenir pendant 2 ou 3 ans? Et finalement, je suis parti étudier aux États-Unis à Babson. Mais du business. Ouais, et Babson, ils sont classés numéro 1 assez systématiquement tous les ans sur la partie entrepreneurship et family business. D'ailleurs, ils sont très très forts sur ce qui est family business. Et j'étais très content de rentrer dans cette école. C'est une des écoles aux États-Unis qui a le pourcentage d'étudiants étrangers le plus important. Je crois qu'on était 37% d'étudiants étrangers, ce qui est pour une école aux États-Unis est énorme. Donc ça m'a donné une belle exposition à l'international. Après, j'ai fait un long stage chez LVMH à New York. C'est absolument génial. Je me rappelle. Non, donc quoi? J'ai fait un petit peu le tour. J'avais eu la chance. Tu étais au sein du groupe LVMH? Ouais, j'étais chez LVMH. J'étais rentré un petit peu grâce à papa. Faut être honnête. Hein. Je pense qu'il avait fait des pieds et des mains pour m'obtenir ce stage. Et ma foi, je lui en suis infiniment reconnaissant. Et j'étais en boutique. J'ai vendu des chaussures. Ouais, j'étais chez Louis Vuitton. J'étais dans la boutique de Soho et la boutique de Fifth Avenue. Donc j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des sacs. J'ai couru dans les réserves parce qu'on se faisait attraper par les clients parce que je trouvais pas le Ludlow Grey, je sais pas quoi, qui venait sortir que la cliente voulait absolument. Enfin, donc je sais pas s'ils ont gardé un très bon souvenir de moi en boutique, mais j'ai fait mon maximum. Et puis après, je suis passé en marketing, un petit peu en finance. Et c'était une très très belle expérience avec des équipes remarquables et une boîte absolument fantastique aujourd'hui d'une taille hallucinante. Là, c'était il y a 24 ans, hein. Donc ça date un petit peu, mais c'était une très belle expérience. Parce que quand toi tu as fini le lycée, tu voulais pas. Est-ce que tu avais cette vision de reprendre ce groupe, cette maison, ou alors au contraire tu voulais pas parler de restauration, d'hôtellerie et tu voulais faire ton chemin, peut-être avec un esprit luxe vu que tu étais chez LVMH. Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, c'était un petit peu à l'ancienne. Mon père m'a pas trop donné le choix, en fait. Il était déjà assez âgé, il avait 85 ans. Il nous a quittés c'était en 2006, donc il avait 88 ans. Donc je sentis bien que mon père était un petit peu âgé. C'est le dernier de la fratrie? J'ai une demi-sœur qui est plus âgée que moi. Et je sentais que c'était important de passer du temps avec lui. Donc je suis rentré après LVMH justement pour passer 3 ans avec lui, qui ont été absolument merveilleuses. Mais j'ai pas eu ni la possibilité, et puis je regrette absolument pas, mais j'ai pas eu forcément la possibilité d'avoir une expérience à l'extérieur. Ce qui aurait été d'ailleurs très intéressant, mais ça m'a quand même permis de sentir et de ressentir profondément cette maison. Donc ça a été une chance assez fantastique de passer ces 3 années avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait t'apprendre? Alors, il y a un contact client qu'il avait, qui était merveilleux. Lui, c'était un grand personnage de la restauration. Il avait tenu cette maison depuis l'après-guerre jusqu'à sa disparition. C'est vraiment un homme de théâtre. C'était, avant Bocuse et Berlin aujourd'hui, l'une des maisons qui avait eu 3 étoiles le plus longtemps dans la tradition du guide Michelin. Donc, c'était une des très, très grandes maisons en France. Et il avait fait rayonner. Lui était un authentique restaurateur, donc c'est quelqu'un qui est en salle. Ce midi, j'étais saluer les clients, donc je passe en salle saluer les clients. Je le fais pas systématiquement, mais la plupart du temps. Et ce moment en salle est un moment très important. Alors, je dis toujours en rigolant, aujourd'hui je suis un petit peu le Mickey Mouse de l'histoire parce que les gens ils prennent une photo avec moi, etc. Mais ça permet aussi d'avoir une vision très précise de l'expérience, que je partage évidemment avec le chef de cuisine Yannick Franck que nous avons rencontré et Stéphane Trappier, le directeur de la restauration. Il y a aussi le chef sommelier Victor Gonzalez. C'est toute une équipe qui va façonner cette expérience, mais ma place est importante. Donc je pense que j'ai compris ce que c'était que le métier de restaurateur avec mon père. L'art d'écrire un courrier aussi, parce qu'à l'époque on écrivait. J'ai passé pas mal de temps à écrire des courriers pour lui. Aujourd'hui on écrit beaucoup moins, mais l'art d'écrire, je pense que ça c'était quelque chose qui était important pour mon père. Et puis comment on va raconter une histoire. Et mon père l'a raconté absolument merveilleusement bien. Est-ce que tu peux justement nous raconter de l'histoire de la Tour d'Argent? Alors la Tour d'Argent, on remonte jusqu'en 1582, c'était un des plus vieux établissements de Paris. Est-ce que c'est le plus vieux restaurant? Il y aura toujours un débat. Mais on entend parler de cette hostellerie, entre une hostellerie et un négoce de vin à cette adresse, en 1582 avec un certain Rourteau. Ce serait a priori une famille bourguignonne qui aurait ouvert ce négoce de vin ou cette hostellerie juste à côté de Paris à l'Auvin. C'est vraiment par ici que tout le vin rentrait à Paris. Il y a une partie de l'histoire qu'on n'a pas
Et puis à partir de 1803, on a une trace assez solide, un citoyen Tracler, on est toujours en calendrier révolutionnaire, qui travaille à la Tour d'Argent. Et puis à partir de 1825, on a le nom de tous les propriétaires. Il y a un monsieur Lecoq, un monsieur Lior, un monsieur Paillard, Frédéric Delair, qui est très important dans notre histoire, puisque c'est celui qui a codifié la recette du canard au sang, du canneton Frédéric Delair aujourd'hui, et surtout qui a eu cette idée absolument géniale de donner à chaque canneton un numéro. On est en 1890. 1911, la maison rentre dans la famille par mon grand-père, André Terrail, qui était un grand hôtelier. Il avait Potel et Chabot, il avait construit le Georges V, il avait le San-Régis, il avait l'hôtel Bellman, le Saint-Christophe, Miramar d'Estérel. C'était un vrai petit empire. Et il avait acheté, c'était un petit peu son joyau, la Tour d'Argent. Il y avait eu cette idée absolument géniale de monter le restaurant du rez-de-chaussée jusqu'au 6e. On est en 1936. Le restaurant, à l'époque, était au rez-de-chaussée. Et c'est lui qui va rajouter 2 étages à l'immeuble. Le premier rooftop, en fait. Rooftop, d'une certaine manière. En tout cas, restaurant avec vue à Paris. C'était vraiment une idée de mon grand-père. Il y avait le Jules Verne, bien sûr, dans l'ouest de Paris. Mais il rajoute 2 étages à l'immeuble, ce qui s'est fait d'ailleurs... de manière remarquable, avec des structures allées Eiffel très solides. On l'a vu aujourd'hui dans les travaux. Les structures de l'immeuble sont très bien, sont très solides. Et il donne ce restaurant avec cette vue absolument splendide. Et puis mon père prend la suite. Il y a eu la guerre, bien sûr, avec tout un tas d'intrigues. Et puis après, mon père prend la suite après la guerre, tient cette maison, la fait rayonner avec notamment une clientèle américaine très importante qui vient découvrir Paris, qui vient vivre Paris. Mon père était très proche d'Hollywood. Son premier mariage, c'était avec Barbara Warner. Il est sorti avec quelques stars d'Hollywood également. Et ce qui a façonné, ce qui a aidé à façonner la légende, est cet esprit de fête à la Tour d'Argent. Parce que c'est vrai que quand on arrive par en bas et on va aller monter au restaurant, il y a tout le mur avec toutes les photos avec les stars, les présidents, les grandes personnes de ce monde. Pendant c'est les mêmes, je crois qu'il y a même une photo de toi petit. Oui, j'accueille c'est le président Koivisto, parce que je suis moitié finlandais par ma mère, et j'accueille le président finlandais, d'ailleurs en finnois, à la Tour d'Argent. Ah, mais c'est excellent. Ouais. Ok. Et donc, si on revient, donc il y a eu cette histoire, ton père devient une grande figure de la Tour d'Argent, relance encore plus, on va dire, à l'international, le fait rayonner. Et ensuite, il y a cette passation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire-là? Alors, la passation, moi, la passation était à la fois incroyablement triste et incroyablement fluide. Mon père disparaît, c'est comme ça, c'est la vie. Et quelque part, la semaine suivante, moi je prends la suite de mon père. Il y a presque un petit peu, ça ne va pas être faussement prétentieux, mais il y a presque un peu de royauté dans cette histoire, parce que mon père avait merveilleusement bien préparé la succession. Ils étaient 5 enfants dans la famille, la succession s'était assez mal passée, ils avaient dû complètement exploser le groupe, et lui il en avait gardé un très mauvais souvenir, donc il avait très bien préparé les choses, et moi j'ai eu la chance d'être propriétaire de la Tour d'Argent, et en plus des murs, tout ça étant bien organisé avec ma sœur évidemment, mais en tout cas j'ai eu la chance de pouvoir mener cette entreprise dès le premier jour. Bien évidemment, ça reste une période aussi très émouvante et très triste puisque mon père venait de disparaître et il fallait poursuivre l'histoire et finalement le client, le soir il faut l'accueillir. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler des changements que tu as apportés à la maison? Alors, les changements, ils se sont faits dans le temps. Déjà, après la reprise de la maison, moi, je suis retourné un petit peu sur les bancs des écoles. J'ai fait l'INSEAD, c'était en 2011, qui a été très, très important pour moi. Pourquoi tu as fait ça? Alors, j'avais le sentiment d'avoir pas complété ma formation ou de tourner un petit peu en rond. L'entreprise allait bien, mais pas si bien que ça. Je sentais bien que c'était peut-être pas si bien organisé. Les finances étaient bonnes, mais pas extraordinaires. Aucun risque particulier, mais on sentait bien qu'elle pouvait tourner mieux. Donc j'ai senti que j'avais besoin de prendre un recul sur l'entreprise et de faire une sorte de reset. Et j'avais toujours rêvé de faire l'INSEAD, qui est peut-être le MBA le plus important au monde. Il a été classé longtemps numéro 1 au Financial Times. Et de me confronter aux meilleurs à 30 ans. Et ça a été une expérience absolument fantastique. J'en garde encore mes meilleurs amis. On s'échange des WhatsApp tous les jours. Et on est confronté avec des jeunes qui sortent tous des meilleurs cabinets de consultants, des meilleures banques, qui sont quelquefois capitaines de sous-marins, sortis des forces spéciales. Enfin, c'est absolument incroyable la diversité et la qualité des gens auxquels je me suis confronté. Et surtout, j'ai complété ma formation
sur des éléments où je sentais que j'étais peut-être pas suffisamment bon, que ce soit la finance, quelquefois les ressources humaines, l'organisation, aussi les spécificités d'une entreprise familiale qui sont très importantes. Donc l'INSEAD m'a énormément apporté. J'ai fait 6 mois à Fontainebleau, 4 mois à Singapour, donc en plus avec une dimension internationale, pour moi c'était très important. Et depuis, depuis mon retour, j'ai l'impression que l'entreprise a plutôt une trajectoire intéressante. Donc ça a été pour moi une forme vraiment un moment charnière à la fois dans ma carrière, mais aussi pour l'entreprise. Ensuite, c'est là, jusque-là, je n'avais pas fait de gros changements dans l'entreprise, j'étais plutôt dans la tradition, respectant un petit peu, quelque part, la volonté de mon père. Faire en sorte que la machine continue de tourner. Voilà, exactement, et surtout dans l'expérience client, de préserver ce qui existait. Une vision vraiment tradition, c'est-à-dire qu'on reproduit un petit peu ce qu'on a fait par le passé. On fait une certaine cuisine, on ne change pas grand-chose, on essaie juste d'être à qualité égale, de respecter l'expérience. C'est à ce moment-là, alors il y a d'abord un premier grand chef que j'ai fait rentrer, Laurent Delarbre, qui était meilleur ouvrier de France également, qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années, qui a fait un travail fantastique. Et c'est là qu'on a commencé à faire évoluer l'expérience. Bon, déjà, on a pas mal réduit les couverts, on a travaillé beaucoup sur le service en salle, j'ai fait évoluer les équipements. Il y a 1000 petites choses qu'on a fait évoluer. Des trucs tout bêtes, on a arrêté de demander à ce que les clients portent la cravate, parce qu'à l'époque, c'était ce qu'on exigeait. Donc déjà, la maison a évolué. Néanmoins, aujourd'hui, on demande toujours la veste à nos clients, parce qu'on considère que c'est un élément important et que l'élégance fait partie de nos valeurs. Donc c'est toujours, quand on fait évoluer une maison, il y a un tri entre, il faut essayer de bien comprendre ce qui fait partie du cœur de notre business et ce qui fait partie des choses à faire évoluer. Et puis après, un nouveau chef, Philippe Labbé, qui nous a aussi beaucoup apporté en termes de créativité, c'était un grand créatif. Et aujourd'hui, Yannick Franck, qui est pour moi un chef fantastique parce qu'il est à la fois dans le respect de l'héritage, donc on ne parle plus de tradition, mais on parle d'héritage, parce que l'héritage, c'est la transition réinventée, c'est respecter le passé, mais l'inscrire dans l'avenir. Donc on réinvente la carte, mais c'est bien au-delà de la carte, c'est qu'on réinvente la carte des vins, la manière de servir le vin, la manière d'appréhender aujourd'hui toute une collection on a une offre sans alcool qui est très importante. Il y a toute une expérience qu'on a fait évoluer et qu'on continue à faire évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ta stratégie pour faire rayonner la Tour d'Argent à l'international? Si je ne dis pas de bêtises, vous avez des points, vous avez des tours d'argent, si je ne dis pas en Asie. Oui, à Tokyo, à l'hôtel Miyotani. Quelle est l'histoire derrière? Pourquoi? Je sais qu'il y a la boulangerie en face, il y a la rôtisserie. Voilà, on peut aussi acheter plein de produits aussi de Made in Tour d'Argent pour, je pense, avoir l'expérience jusqu'au bout. Mais est-ce que c'est toi qui as fait ça et pourquoi? Alors, on a plusieurs... l'histoire de la Tour d'Argent à Tokyo, ça c'est vraiment une histoire de mon père. Ça, on est en 84 à l'hôtel Miyotani. Monsieur Otani, on est le restaurant de l'empereur. L'empereur Hirohito est venu 2 fois à la Tour, c'était en 21 et en 71. Et on a une reconnaissance absolument fantastique au Japon. Et donc, il voulait la Tour d'Argent. Et aujourd'hui, on fête le 40e anniversaire. D'ailleurs, notre directeur général, Christian Bollard, là-bas, il reçoit l'ordre du mérite cette année, un petit peu pour couronner sa carrière. Il a fait vraiment un travail fantastique. Donc, on a une présence et une notoriété au Japon qui est extraordinaire. Les Japonais, c'est une clientèle très importante, très fine, très proche de la France et de ses savoir-faire. Donc, elle est très francophile. Donc, le Japon était une forme d'évidence à un moment donné et l'est toujours pour cette clientèle-là. Aujourd'hui, on se concentre énormément sur notre village. On a une vraie stratégie de village, comme ça peut l'être en province par d'autres relais châteaux. On construit notre petit microcosme avec la boulangerie, la rôtisserie, l'épicerie, la tour bien sûr, avec le bar d'émail d'argent, le toit de la tour, donc c'est le rooftop, l'appartement et le restaurant gastronomique, qui est un petit peu l'expérience ultime. Il y a une vraie stratégie de village, comme si on se crée, c'est vraiment le quai de la Tournelle, c'est le quai de la Tour d'Argent, c'est ici qu'on se crée un petit peu notre univers. La boulangerie était un véritable défi, on l'a ouvert en 2016, elle m'a pris environ 1 an à lancer, ça a été très très dur, au début c'était vraiment difficile, parce que c'était un nouveau métier, et malgré tous les consultants et tout le travail qu'on avait fait avec les meuniers, avec même d'autres boulangers qui nous ont merveilleusement accueillis, on avait, je pense, tout de même surestimé notre capacité à apprendre le métier. Donc il y avait une part d'apprentissage qui nous a pris facilement 1 an. Le métier, dans une boulangerie, il y a 3 métiers. La boulangerie,
Évidemment, c'est le pain. On l'a eu avec Alexis Bourgeot, qui était le chef boulanger que j'ai récupéré de Philippe Jocteur, qui fermait sa boulangerie à Paris et donc qui a fait un travail absolument remarquable dès le premier jour. Donc le pain, on a eu un pain de très bonne qualité. Aujourd'hui, c'est Kevin Delpierre qui fait un super boulot. On a eu Lucille Espeillac entre-temps. Donc le chef boulanger est un personnage. Hein. Il y a plein de personnages, comme tu vas l'entendre. Et donc on a eu du pain très bon dès le départ. Ensuite, il y a la pâtisserie. La pâtisserie, c'est un métier que nous maîtrisons, puisque c'est des gâteaux. On fait une pâtisserie boulangère, on fait une pâtisserie simple. Hein. Nos gâteaux, ils valent 6,50 €. Hein. On n'est pas dans les gâteaux extrêmement chers, par contre, avec des super bons produits. Et ensuite, il y a le métier de la viennoiserie. Alors là, c'est le plus dur. Là, c'est un enfer. Il nous a fallu facilement 8 mois pour maîtriser la production des pains au chocolat et des croissants à un très haut niveau. On avait la possibilité, bien sûr, de les acheter congelés ou de les faire faire. Il y a une très bonne qualité sur le marché, mais on a décidé véritablement d'internaliser cette compétence. Et ça a été très dur. Il faut savoir que dans une boulangerie comme la nôtre, avec tous les produits, si on prend chaque unité de produit, on vend 54 000 unités de produits par semaine. Parce qu'il y a toutes les mini-meringues, il y a toutes les mini-viennoiseries, il y a tous les pains, il y a toutes les tartes, il y a tous les financiers, il y a tous les pains au chocolat. C'est 250 pains au chocolat par jour. C'est des quantités incroyables. C'est 400 baguettes par jour. C'est des quantités incroyables. On fait 475 clients environ par jour à la boulangerie. C'est énorme. On a la chance d'être une des meilleures boulangeries à Paris, pourvu que ça dure. Hein. C'est un métier très fragile, qui dépend vraiment de ses équipes. Mais pour nous, ça a été un vrai révélateur sur le fait de réussir à créer un trafic. Au début, les premiers jours, on avait 150 clients. Et tout le monde me disait, il n'y a pas de trafic, quai de la Tournelle, il n'y a pas de trafic, on n'aura jamais les clients. Parce qu'il y a le pont, il y a la Seine, qui est une frontière naturelle, parce qu'on n'a pas de bouche de métro. Et petit à petit, on a fait un produit de qualité et on a construit notre propre trafic. Donc, d'une certaine manière, notre trafic s'est lancé et on a d'une certaine manière un trafic propriétaire. L'épicerie de la Tour, aujourd'hui, on fait un très très joli boulot. On a une trentaine de clients par jour. C'est très bien, c'est vraiment génial. Tout est rentable ? Oui, on atteint tranquillement la rentabilité avec l'épicerie, les boulangeries rentables, la rôtisserie rentable. De toute façon, ici, on est une petite entreprise familiale, on n'a pas les moyens de ne pas être rentable. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple... Je crois qu'on a le chef qui vient de taper. On a un deuxième invité qui vient de nous rejoindre, le chef Yannick Franck. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement vous présenter ? Alors, moi, je m'appelle Yannick Franck, je suis chef exécutif de la Tour d'Argent et meilleur ouvrier de France 2004. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que ça signifie être meilleur ouvrier de France ? Alors, c'est un concours qui est tous les 4 ans, qui est assez technique pour les cuisiniers en service cuisine. Et c'est une reconnaissance de ses pairs et c'est vraiment un concours assez technique. Donc voilà, je pense que ça mène à plus quand on cherche une place assez prestigieuse comme par exemple la Tour d'Argent. Vous pensez que c'est quelque chose même d'obligatoire ? Peut-être pas obligatoire, mais ça donne une assurance quand même sur le côté. Quand on embauche un meilleur ouvrier de France, on sait que ça va être un cuisinier. Techniquement, il y a... Hors pair. Peut-être pas hors pair, je ne dirais pas ce mot-là, mais voilà, il y a quand même des garanties. Et est-ce que vous l'avez passé, donc c'était en 2004, donc il y a 20 ans, c'est quelque chose que vous pouvez passer à n'importe quel âge ou il faut souvent un peu d'expérience ? Ça dépend. C'est une école. Moi, je ne suis pas le bon exemple parce que tout le monde fait 1 ou 2 concours avant pour s'entraîner. Moi, je voulais pas faire de concours. C'est mon ancien chef qui m'a poussé à le faire à la base. Je voulais pas en faire et c'est le premier que j'ai fait et je l'ai eu du premier coup. Alors qu'il y a des chefs qui se mettent la pression et qui le passent de 3-4 fois, des fois même. Et voilà, ça dépend, quoi, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire liée à la Tour d'Argent ? Pourquoi vous avez rejoint cette maison familiale ? Il y a une première approche comme ça avec Monsieur Terrail. On a eu une première approche. Comment vous êtes rencontrés ? Monsieur Terrail est venu manger là où je travaillais avant, à la réserve de Beaulieu. Et puis, il y a eu un échange après. Et voilà, ça s'est fait naturellement, quoi, je pense. Tu l'as débauché ? Ouais, d'abord il faut être convaincu par une cuisine et puis ensuite bien sûr il y avait tout un aura qui entourait
le chef, donc ça nous intéressait. Mais après, quand un chef rentre dans une maison comme la nôtre, on sait qu'il y avait un morceau de carrière qu'on va écrire ensemble. Et il y avait déjà le projet de la rénovation aussi, je crois. Hein, Oui, on tout en à avait fait. parlé. Après, c'est aussi une rencontre de cuisine. C'est toujours... moi, je me rappelle la première dégustation. Enfin, quelque part, c'est vraiment une rencontre. Et comment on s'inscrit dans la maison, comment on va la réinventer, comment on va comprendre son héritage comme un créateur qui va plonger dans les archives d'un Saint-Laurent ou d'un Dior et qui va écrire finalement sa partition. Le chef fait la même chose aujourd'hui et moi je trouve que son interprétation est tout à fait parfaite. C'est un peu comme ce que je vous disais en off, où pour faire un peu un comparatif, vous êtes donc un peu le directeur artistique et toi, André, tu es vraiment le directeur général. Donc c'est vraiment allier le côté business en même temps créatif, tout en gardant l'héritage de la maison. Tout à fait, oui. Comme je dis, simplement, il faut, quand on vient à la Tour d'Argent, on vient pour faire une cuisine, mais il faut respecter la Tour d'Argent et les emblématiques, voilà. Et je dirais pas que je réinvente, mais je réinterprète les classiques et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est un gros travail. Voilà. Surtout que vous avez une étoile au guide Michelin, si je dis pas de bêtises, donc il faut la garder et potentiellement aller en chercher d'autres. Oui, le but c'est d'aller chercher une deuxième étoile, bien sûr. C'est l'objectif. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est avant tout le retour des clients. Et puis après, ça viendra au fur et à mesure, mais le retour des clients est bon. Donc, et ils reviennent souvent, vu que c'est complet. Donc, c'est l'essentiel, voilà. Qu'est-ce que vous avez retravaillé ensemble sur les cartes, notamment le fameux canard? Comment vous l'êtes réinterprété? Alors, le canard de l'air, c'est une recette emblématique, donc on ne peut pas y toucher. Ça, La sauce, on la goûte régulièrement. Bien sûr, on la vérifie. Mais après, c'est toute la scénarisation du plat. Par exemple, l'assiette qu'on a retravaillée différemment, où on a incorporé un petit aileron laqué. Voilà, il y a toute une cérémonie, un cérémonial qui arrive avec le service en salle, qui fait que voilà, on a réinterprété un petit peu tout l'environnement. Peut-être que vous pouvez, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de tradition. Il y a une cuisine, nous on est vraiment dans la tradition d'Escoffier à la Tour, à la base. C'est vraiment la cuisine un peu riche d'une certaine époque. L'énorme travail du chef, c'est forcément de faire une cuisine d'aujourd'hui. Et donc c'est une cuisine qui est déjà incroyablement allégée, mais quand même c'est une cuisine de puissance, non? C'est une cuisine de sauce. Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est une cuisine où on vient à la Tour d'Argent, on a envie de saucer, on a envie d'une cuisine un peu gourmande. Donc on a le droit de prendre son pain et c'est dans l'assiette? Oui, tout à fait. Il faut, c'est pour ça qu'on a une boulangerie d'ailleurs. C'est très important. Et le business. Ouais. Et voilà, donc c'est une cuisine gourmande, quoi, une cuisine parisienne gourmande, bourgeoise. Quels sont les derniers plats à la carte, là, sur la carte de réouverture? Alors là, la carte de la réouverture, on travaille sur le canard, principalement. Donc là, en discutant, il n'y a pas longtemps avec M. Terrail, on était en train de parler d'un nouveau canard, voilà, et l'idée, c'était de peut-être faire un canard au chocolat. Voilà. Canard au chocolat? Oui, pour essayer de surprendre un petit peu. Et puis en regardant les archives, avec M. Terrail, on regardait, il a vu par exemple une recette où il y avait marqué canard aux orangettes. Aux orangettes, c'est les oranges, le chocolat noir. Donc voilà, ça laisse une idée, ça laisse une porte pour la création. Et voilà, donc on a des pistes. Et puis moi, je vais travailler là-dessus après, au fur et à mesure. Il y a des recettes, si je prends le menu déjeuner, parce qu'on a un très beau menu déjeuner qui est à 160 €. D'ailleurs, je fais un peu de réclame. Mais c'est bien parce que ce qui fait que si on n'a pas les moyens de pouvoir venir, on peut vivre totalement la même expérience avec, c'est du 360 tout en haut et goûter avec cuisine et à toute l'histoire de la Tour d'Argent. C'est un très beau menu déjeuner, en plus en 4 services, donc c'est un beau déjeuner. Et il y a une quenelle de cendre. Et alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, on faisait les quenelles avec du brochet et vous êtes parti sur du cendre. Voilà, tout à fait. C'était pour changer justement de la quenelle de brochet que tout le monde connaît
Et l'idée, c'était de partir sur une cannelle de cendre. Voilà, et puis après, on la décline. Alors là, c'est avec un jus de moule, avec une huile de nori torréfiée. Donc voilà, on essaye d'amener des choses un peu classiques avec des choses un peu plus modernes, comme l'huile de nori torréfiée, c'est quelque chose d'assez surprenant qu'on fait nous-mêmes. Et voilà, donc il y a plein de choses qui... Et puis en même temps, comment vous faites pour répondre donc, aux nouvelles attentes, on va dire, des consommateurs, sans prendre la vague de toutes les tendances et de mettre de la truffe partout, des burrata partout. Comment vous faites ça? La tour d'argent, on n'a pas envie d'être tendance, on a envie de suivre le chemin de la tour d'argent. Si on vient à la tour d'argent pour être tendance, je pense qu'on se trompe un peu de chemin. On a envie de venir à la tour d'argent pour manger une vraie cuisine bourgeoise, quoi. On n'a pas envie de surfer sur la tendance, quoi. C'est pas le. Oui, mais pourtant, c'est pas la tour d'argent. vous faites bien un menu sans alcool. On a quelques Pour l'accord, mais vin. quelques fermentations adaptez sans alcool, donc on a des choses qui sont contemporaines, et puis c'est un équilibre. Oui, voilà, ouais, c'est un équilibre. Après, par exemple, comme le fromage, on va travailler sur du fromage d'Île-de-France parce qu'on a envie vraiment de travailler sur nos producteurs en Île-de-France. On fait notre beurre en Île-de-France aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de primordial aussi pour la tour. Et j'ai une question justement par rapport, entre guillemets, la supply chain. Comment se répartit un peu les rôles sur justement l'approvisionnement, au niveau des matières premières, les partenariats que vous pouvez faire avec certains éleveurs ou des choses comme ça, la gestion des stocks, la création des menus. J'imagine que c'est sûrement un peu ensemble, mais souvent le chef de cuisine gère sa cuisine, donc toute la chaîne. Comment ça se passe pour vous? Tout à fait. Monsieur Terry me laisse gérer la cuisine comme je le souhaite. Et après, des fois, j'ai envie d'échanger sur un plat où j'ai une idée dessus. Et puis j'en parle à Monsieur Terry parce qu'il connaît la maison mieux que moi. Et il va me dire, je fais un métier très difficile. Hein. Il faut monter en cuisine pour aller goûter des plats, c'est très dur. Voilà, pour remettre des choses un peu au goût du jour. C'était le cas pour la pêche flambée qu'on a remis un petit peu, puis où il y avait un geste de service. Donc voilà, en discutant, comment je demande à M. Terry comment c'était fait avant, et ça m'inspire. J'essaie de voir un peu comment on peut. Vous pouvez ramener vos propres, par exemple, là, je peux peut-être vous parler des fromages. Est-ce que vous pouvez dire, voilà, moi je connais cette maison-là, elle est exceptionnelle, j'aimerais bien faire un plat ou quelque chose avec cette maison-là. Ça, pour le coup, c'est des choses que vous pouvez faire. Oui, bien sûr, Ouais, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème là-dessus, au contraire. C'est bien d'amener des gens nouveaux aussi, et des fournisseurs nouveaux. Mais par exemple, je parle du canard, mais la maison Burgot, c'est une maison emblématique. Et les canards sont exceptionnels, donc il y a des choses où voilà, il n'y a pas d'intérêt de ramener d'autres fournisseurs. Au contraire, là, il faut vraiment les bichonner, ces fournisseurs, pour qu'ils restent avec nous et qu'on continue ce partenariat. Et vous êtes combien aujourd'hui en cuisine? La brigade, c'est comme ça? Oui, c'est ça. C'est bon, hein. On est à peu près presque une trentaine. Voilà. Ah oui, donc il y a aussi c'est sûr même, un vrai job de management de toutes ces équipes. Oui, tout à fait. Voilà, et puis on a la chance aussi que le personnel reste avec nous, donc c'est superbe, c'est qu'ils se sentent bien. Et ça, c'est une grande fierté quand même, parce que... Comment vous faites justement pour que les équipes restent Je leur parle tous les jours. Ah. Mais non, on essaie d'instaurer... déjà, au niveau du travail, on leur donne... ils ont 3 jours de repos, 4 jours de travail. Voilà. Ça, c'est quand même... quelque chose d'appréciable. Alors par contre, nous, on est encore à la coupure. Les gens travaillent le matin et le soir, au service du midi et au service du soir. Mais par contre, en contrepartie, on leur donne une journée de congé en plus. Voilà. Et j'imagine que vous les rémunérez bien. Ils sont bien rémunérés, oui. Je sais qu'il y avait un peu cette crise où aujourd'hui, dans la restauration, il y a moins de main-d'œuvre, entre guillemets.
encore moins de trouver des personnes très compétentes, surtout j'imagine à votre niveau où l'excellence est au sommet. Donc des fois, c'est aussi comment parce que vous êtes un leader en fait, vous êtes le leader de la brigade. Tout à fait. Donc, comment vous faites, c'est vrai que pour ces personnes regardent votre vision, s'alignent avec aussi celle de la Tour d'Argent, et le jour où vous partez, ne partent pas forcément avec vous, ou restent à la Tour, ou voilà. Mais c'est ça le challenge aussi, c'est qu'on a eu une période où c'était un peu compliqué aussi en personnel, donc on s'est remis en question avec mes sous-chefs et dire, on s'est dit ce qui allait et ce qui n'allait pas, et voilà, c'est important. Les gens ont envie de venir travailler avec l'envie de venir travailler, et pas à se dire je vais me faire engueuler, on est quand même assez souple, les gens font des erreurs, bien sûr, mais on leur parle après, on leur explique voilà. C'est une manière de manager un peu différente, et je pense que c'est très bien, ça fonctionne bien, parce que ça fait 1 an maintenant où on a fidélisé notre personnel, et voilà, c'est superbe. Et ça se ressent dans l'assiette forcément. Hein. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire pour vous la différence entre la gastronomie et la restauration de luxe? La gastronomie et la restauration de luxe, ça se rapproche un petit peu, quoi. Je veux dire par là, c'est la gastronomie. Vous avez des bistrots qui ont une étoile, oui, d'accord, mais la gastronomie et la restauration de luxe, c'est quand même des beaux produits avant tout, et ça se rejoint forcément. Souvent des fonds de sauce qui sont faits maison aussi, parce que c'est vrai que ça demande tout de suite une grosse brigade. Parce que souvent, donc, tu vas avoir un saucier. Comment ça s'organise une brigade? Surtout dans le luxe, parce qu'on peut aller dans n'importe quel restaurant, même très bon restaurant un peu à la mode. Je ne pense pas que tout soit aussi en silo. Souvent, c'est la personne qui s'occupe de les poissons, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On a une personne qui s'occupe des canapés. Quand on a 3 personnes qui s'occupent des canapés. Parce qu'on, c'est les amuse-bouches. Les amuse-bouches. On propose 7 amuse-bouches à l'arrivée du client. Plus après un avant-plat, et ainsi de suite. Donc, il y a 3 personnes qui s'occupent des amuse-bouches. Après, il y a l'avant-plat, c'est une personne aussi. Et puis après, il y a toutes les entrées. Et à la Tour d'Argent, on a quand même une carte assez grande, quoi. Donc, ça paraît beaucoup en personnel, mais il y a beaucoup de travail. Qui fait le canard, Frédéric Delair? Il y a un cuisinier qui est dédié à ça. Et puis après, c'est un maître d'hôtel qui s'occupe de la sauce tous les jours. Ouais, qui est le canardier du jour. C'est génial. Et comment vous allez collaborer avec votre maître sommelier? Parce que si je ne dis pas de bêtises, vous êtes marchand de vin aussi. Ouais. Bon, ça, on en parlera après. Mais il y a donc, en plus de la gastronomie, de cet endroit ancestral, il y a tout un héritage avec le vin. Donc, comment vous allez collaborer pour que la carte soit un reflet avec justement la cave incroyable que vous avez ici à la Tour d'Argent? Ça, c'est un dialogue avec le chef sommelier, Victor Gonzalez. Et voilà, tout se passe, en fait, comme je dis, c'est pour que tout le monde s'entende, qu'il y ait une bonne harmonie dans l'assiette et partout, hein, dans tous les... Il faut qu'il y ait une bonne entente dans tous les services, quoi. Ça peut être le directeur de salle, Stéphane Trappier, directeur de la restauration, pardon. Victor Gonzalez, le sommelier, c'est vraiment il faut que tout le monde soit uni et tout le monde soit aligné. C'est un esprit d'équipe. Pour que ça se... Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est très important d'avoir un esprit d'équipe dans une maison. Et si on n'a pas cet esprit d'équipe, surtout à la Tour d'Argent, il faut qu'on ait un esprit d'équipe et un esprit familial, quoi. C'est ça qui est important. On n'est pas dans un groupe. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus, justement, en travaillant ici avec André, dans cette maison? C'est l'esprit familial. Attention, il est là. Ouais. Je pense que c'est l'esprit familial. Faut lui demander l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il ne peut pas supporter? Je pense que c'est l'esprit familial que j'aime bien et qu'il faut garder absolument à la Tour d'Argent. C'est important. Et bien souvent, les clients, quand on discute et tout, souvent nous disent il y a un esprit familial. On va pas à la Tour d'Argent comme si on allait au Georges V, au Bristol, où c'est très policé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire là? Il y a un esprit festif, familial. Voilà, les gens se... Quelle est votre clientèle par rapport à beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains, beaucoup de Français? C'est varié. Bien souvent, les gens me disent la Tour d'Argent, c'est une clientèle étrangère.
Et alors qu'on a une belle clientèle française qui viennent fêter des événements aussi. C'est la Tour, on vient fêter quelque chose souvent à la Tour, un anniversaire de mariage, des gens qui avaient fêté leur bac à la Tour d'Argent quand ils étaient jeunes, ils reviennent 20 ans après, ou ils viennent fêter le bac du petit-fils. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Ouais, c'est tout le côté, le cycle revient. Exactement. Ouais. Parce que je connais pas votre carrière, mais avant, vous étiez à l'étranger, vous étiez en France. Enfin, quelle image vous aviez, vous, de la Tour d'Argent avant d'y entrer? Alors, c'est un peu... quand on était jeune, la Tour d'Argent, c'était une maison un peu traditionnelle, quoi. Où, voilà, quand on est jeune, on a envie de découvrir des maisons un peu différentes. Et justement, le projet de venir ici, c'était parce que la Tour avait un projet de la rénover, quoi. Ouais. C'est la rénovation. Et ça, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais participer à ça, c'est quand même fabuleux. Une renaissance. Voilà, une renaissance et enlever ce côté, cette étiquette classique. Voilà, bien sûr que c'est une maison classique, mais on réinterprète un peu les classiques et on se rend compte que les jeunes ont envie de revenir à ces classiques. Les jeunes qui sont en cuisine ont envie de revenir à ces classiques et de voir un peu comment on réinterprète tous ces belles recettes classiques. Ouais. Vous avez mis, je vais faire un jeu de mots nul, mais mettre votre cuillère, votre sauce à l'édifice, quoi. Voilà, oui, bah, c'est un peu ça aussi, oui. Voilà. Ouais, c'est pouvoir mettre votre patte là-dedans et continuer tout ce chemin assez incroyable avec la vision d'André. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question pour vous. Comment vous allez travailler cette créativité et cette vision afin qu'elle soit alignée autant avec ici que par exemple la Tour d'Argent à Tokyo et en même temps la boulangerie, l'épicerie? Comment vous êtes impliqué là-dedans et comment vous coordonnez? Bah, je dirais que c'est pas très compliqué dans le sens où une fois qu'on a compris la maison, une fois qu'on s'inspire de tout ce qui a été fait avant, après on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire, on sait là où on veut aller. Il y a rien de compliqué, mais voilà, il faut comprendre l'environnement, quoi. Voilà. Parce que votre nom en tant que chef fait partie aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment une vraie. C'est vraiment une signature importante pour l'image de la Tour d'Argent. Quand on regarde tout l'historique, la Tour d'Argent, elle a été marquée par tel chef et tel chef. Donc forcément, vous avez une importance capitale aujourd'hui dans le rayonnement de la Tour d'Argent. Oui, tout à fait. Après, moi, j'ai la vision intérieure. Après, question, en fait. La vision extérieure, je l'ai pas. On la verra peut-être par la suite. Vous êtes un peu le Saint Graal. Hein. Voilà. Ouais. Mais le but est quand même de mettre mon nom sur la Tour d'Argent, c'est quand même une fierté, ouais, bien sûr. C'est quelque chose de fabuleux. Et ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant que le chef est reparti dans sa cuisine, on a eu la chance de l'avoir parmi nous. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelle est l'importance majeure d'avoir un grand nom à la Tour d'Argent comme ça et pourquoi? Enfin, d'ailleurs, c'est un grand nom, mais tu pourrais avoir, je sais pas moi, Ducasse, tu vois, mais leur nom est peut-être trop important. Quelle était ta stratégie quand tu as voulu chercher ce nouveau chef? C'est une très bonne question et comme on l'a entendu, c'est vraiment un chef qui s'inscrit dans l'héritage de la maison. Et on est tous au service de la maison. Quand on a recruté le chef sommelier Victor Gonzalez qui a pris la suite de David Ridgway, une des phrases c'était vous allez vendre des bouteilles que vous n'avez jamais achetées et vous allez acheter des bouteilles que vous n'allez jamais vendre. Et en fait, on est tous au service de la maison. On n'est pas une maison, on cherche à se mettre en avant comme certains chefs pâtissiers ou chefs de cuisine dans une maison qui vont se faire un nom et puis 3 ans plus tard, ils s'en vont, ils se sont fait un nom, ils ont bien profité. Non, ici, on est tous au service de la Tour d'Argent. Moi aussi, je suis de passage. Un jour, je transmettrai la Tour d'Argent. Est-ce que ce sera mes enfants? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais je transmettrai la Tour d'Argent. Et on est tous au service de cette maison. Et en fait, quelquefois, on pense que c'est des valeurs qui portent pour les jeunes. On n'a pas trop de mal à recruter parce que les gens sentent d'abord cette dimension familiale, mais aussi que tout le monde travaille pour quelque chose de plus grand que soi.
On est tous fiers de travailler pour la tour, mais on n'est pas là pour la supplanter, que ce soit le chef sommelier, le chef de cuisine, le chef pâtissier, Mourad Timsi. On a tous des personnages, mais on est tous au service de cette grande maison. Et donc c'était important de recruter un chef, de faire entrer un chef qui respecte cette maison, qui va comprendre son héritage et être capable de le réinventer. Et donc c'est un petit peu comme ça que je lui ai proposé de rentrer dans cette maison. Et tu parlais un peu de cette importance familiale. Quand il y a eu justement toute cette fermeture et cette réouverture, financièrement, comment tu as fait? Est-ce que tu as des investisseurs? Est-ce que tu as des groupes? Parce que j'imagine qu'un endroit aussi emblématique, je serais étonnée que tu n'aies pas eu certaines propositions. Quelle est ta vision là-dessus? Alors, on ne va pas dire que ça a été facile. On sortait les banques. Ouais, exactement. On les remercie chaleureusement, la Société Générale, la BPI et la BNP, puisque c'était un pool bancaire qui nous ont accompagnés sur le projet. On avait prévu d'avoir des travaux de 8 mois. Au final, ça a duré 15 mois. Donc, c'est très dur parce que l'argent sort, mais l'argent ne rentre pas. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. On sortait de la période Covid, qui, il faut quand même l'admettre, a une période où l'État a été très présent pour les restaurateurs et les hôteliers, pour toute l'économie française, mais aussi, il faut le dire, pour les restaurateurs. Donc, on était dans une situation, je ne veux pas dire qu'elle était bonne, mais en tout cas, on était rassurés sur la situation. On avait les PGE qui nous permettaient d'avoir des prêts qui ont permis de lancer les travaux. Ensuite, il faut être bien entouré. Quand on lance des travaux comme cela, il faut avoir une équipe. Et pourquoi j'ai lancé ces travaux à ce moment-là c'est parce que je sentais que j'avais une équipe. Un directeur général, Yannick Branchereau, là, il part pour de nouvelles aventures, mais il a été très très important dans le dispositif parce qu'il a structuré la trésorerie, l'organisation des travaux, la partie financière. Un chef de cuisine, Yannick Franck, chef sommelier Victor Gonzalez, Stéphane Trappier, la directrice de la communication, Virginie Guyonnet. C'est vraiment une équipe sur laquelle je m'appuie et avec laquelle j'ai lancé un projet. Donc, ils étaient là pour toi malgré qu'ils ne travaillaient pas ils ont été très très présents. On n'a pas arrêté pendant cette période-là. Donc c'est vraiment une équipe qui a porté ces travaux. C'est pas André, c'est André, le chef, c'est vraiment toute une équipe. Ensuite, j'ai la chance d'être propriétaire des murs. Les murs, tout est dans une SCI, et la SCI, j'avais une chance, c'est qu'elle était relativement désendettée, enfin on n'avait pas de dette sur la SCI, ce qui a permis de faire porter une grosse partie de la dette sur l'immobilier. Et ça a été un gros avantage. Et là, je dis merci papa, faut quand même être honnête, parce que j'avais la chance d'avoir ce collatéral non négligeable. Ensuite, on n'a pas d'investisseur extérieur. Moi, je suis propriétaire. Ma sœur a quelque part dans la société, mais c'est vraiment un actionnariat familial et j'ai le contrôle absolu de cette maison. C'est une grande chance. Et j'ai absolument pas pour volonté d'ouvrir le capital de la maison. On a un autre collatéral qui est très intéressant, c'est la cave, évidemment. On a près de 300 000 bouteilles. Ça a une valeur énorme. C'est un trésor dans la maison. Et c'est ce qui nous permet aussi de rassurer les banques. Et aussi, ce qui a permis de faire très rapidement, en fait. C'est une trésorerie très importante. Quand on a réouvert, on a vite eu des clients qui sont allés chercher des jolies bouteilles, qui dormaient depuis le Covid et puis avec les travaux, qui dormaient déjà depuis quelque temps. Et il y a une vraie clientèle vin d'exception aujourd'hui qui nous a beaucoup aidés. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce travail de marchand de vin ? Oui, on a lancé, d'ailleurs avec notre directeur général, Yannick Branchereau, on a lancé un wine club. On a un club qui s'appelle le PWS, le Private Wine Shopper. Donc on peut s'inscrire sur Internet et on fait des offres vins super intéressantes. D'ailleurs, il y a les automnales qui ont été lancées là, il y a 2 semaines. On met à disposition de clients certaines bouteilles qu'on va faire sortir de la cave. On a une cave et on l'a bien vu sur la période du Covid comme sur la période des travaux, une cave, c'est un être vivant. Ça a besoin de respirer. Quand le restaurant est fermé, il faut que la cave respire. Il y a beaucoup de vins qui vont rentrer, il faut qu'il y ait des vins qui sortent. Il y a aussi des vins qui arrivent à des moments de maturité qui sont très bons. C'est pas qu'il faut les vendre tout de suite, mais il faut les vendre dans les années à venir. Les vins sont suffisamment bien conservés pour tenir très longtemps. Là, aujourd'hui, ce midi, on a vendu, je crois qu'il y avait un Clos de Tard 75 absolument exceptionnel. Les clients étaient comme des fous. Il y avait un Bâtard Montrachet 92 qui était complètement dingue, avec une vivacité, une présence. C'est en blanc, Et on vend aujourd'hui des bouteilles en blanc des années 70, 80, 90, qui sont d'une fraîcheur absolument magique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été conservées dans des conditions optimales, entre 12 et 14 degrés, qu'elles n'ont pas bougé de la cave puisque nous n'achetons qu'en direct. Et donc, on propose des vins à maturité. On a une grande philosophie ici à la Tour d'Argent de vins à maturité. On considère que les vins, il y a beaucoup de vins, par exemple, les 2015 ne sont pas encore sur carte, il y a pas mal de choses. Déjà, on va considérer que les premières années, pour nous, les vins ne sont pas disponibles. Ça dépend desquels. Il y a des vins qui méritent d'être vus dans leur prime jeunesse.
Mais les très grands vins doivent attendre. Il y a par exemple, la page de Rayas, à un moment donné, on l'a fermée. Alors là, on a rouvert quelques références parce que les vins partaient trop vite. Donc on aime bien élever les vins pour les porter à maturité. Avoir ces vins, c'est fantastique et c'est aussi intéressant d'en mettre quelques bouteilles à disposition en dehors de la clientèle du restaurant, et c'est pour ça qu'on les a sur le Private Wine Shopper ou sur le site internet avec l'épicerie. Ok. Et justement, par rapport à on va dire, ce business du vin, souvent, donc, il y a les bouteilles que tu peux vendre via le restaurant et donc celles que tu peux vendre en direct. Ouais. Comment ça se passe, on va dire, pas forcément les marges, tu vois, mais comment on fait souvent? Parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui peuvent vendre aussi des bouteilles en direct et d'autres qui refusent absolument de le faire. Est-ce que vous avez voulu le faire? Ouais. Il y a des bouteilles qu'on ne peut pas vendre, par exemple. Il y a des contrats qui sont soit écrits, soit non écrits, mais qui sont tacites, avec certains vignerons qui demandent à ce que toutes leurs bouteilles soient vendues sur place. Donc on ne se permettra jamais de rompre ce contrat, cet engagement, que toutes les bouteilles qu'on leur achète soient vendues au restaurant. Et c'est pour ça, parce qu'on a accès à des bouteilles qui sont fantastiques, donc celles-là vont rester au restaurant. Et même les maisons, ces vignobles veulent absolument que l'expérience soit à son sommet. Exactement. Et que ce soit en fait en lien avec l'expérience de la Tour d'Argent et non pas que tu rentres ça chez toi et tu vois ça. Exactement. Nous, ce qu'on va mettre à disposition, c'est des bouteilles qui ont 15, 20, 30, 40 ans, où là, on peut se permettre, sur certaines bouteilles qui ont patienté dans nos caves, d'en mettre quelques-unes à disposition. Et là, il y a deux responsables. Il y a le chef sommelier et puis la responsable Marion Creuset de l'Aïe Boutique et de toute la partie vente de vin. Donc, elle va demander quelques bouteilles et puis au final, c'est toujours le chef sommelier qui décide de ce qui sort de la cave. C'est surtout pas les clients qui vont décider et qui vont piocher ce qui les intéresse. On va vraiment sélectionner très précautionneusement les bouteilles qui vont sortir de la cave. Il y a des trésors dans la cave. Ils sont là. Quoi justement comme trésor? Et à ton avis, quelle est l'une des bouteilles la plus chère que tu aies vendue et celle que tu penses qui a la plus grosse valeur aujourd'hui dans la cave? J'ai pas forcément les chiffres, mais on a dans les très vieux cognacs, on a des cognacs Claudie Greffier 1788, donc pré-révolution française, qui sont absolument exceptionnels, dont les prix sont absolument inestimables. On a des chartreuses blanches qui... Des millions d'euros? Non. Centaines de milliers? Non, mais ça vaut cher. Ouais. On a des chartreuses blanches qui valent très très cher. On a des 80 000 euros, 100 000 euros. C'est indécent de parler chiffres. Dans le luxe, on ne parle jamais de chiffres. Oui, c'est vrai, mais tu là... Tu devrais savoir ça quand tu demandes... Je le sais. Dans une vitrine, il n'y a jamais marqué le prix d'une montre. C'est un petit peu la même chose. Donc, il y a des Romanée Conti... donc, en fait, des fois, si tu as des bouteilles... Des années 50, ouais, des bouteilles qui ont 50 ans. Donc, en fait, tu peux mettre le prix que tu veux. Il y a des bouteilles qui ne sont plus disponibles ailleurs et que nous avons la chance d'avoir dans notre cave. Et si un client la souhaite? Alors en fait, sur la carte, il y a toutes ces bouteilles rarissimes n'ont pas de prix. Et il y a marqué TA, donc c'est Tour d'Argent, mais en fait c'est aussi AT, parce que la seule personne qui peut décider de la vente, c'est moi. Et ça m'est arrivé d'ailleurs, c'est marrant, je me rappellerai comme si c'était hier, on m'a appelé, j'étais au printemps, et on m'appelle parce qu'il y avait un client qui voulait acheter une bouteille, et il fallait que je décide. Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'ils sont sympathiques? Est-ce qu'ils ont compris la maison? Est-ce qu'ils ont l'esprit dedans, quoi. Non, c'est surtout pas ça, mais est-ce qu'ils sont dans l'esprit de la maison? Est-ce qu'on a envie de leur vendre cette bouteille-là? Et ils m'ont dit oui, donc on a proposé un prix, le client l'a pris. Excellent. Et quelle est la bouteille la plus chère que tu peux vendre? On a des bouteilles qui sont très très chères. Mais là, l'idée, c'est pas forcément de faire une compétition, parce je pense qu'au final, sur les vins, on n'est pas forcément les plus chers, parce qu'il y a des bouteilles qui sont vendues aujourd'hui à Hong Kong, à Monaco, qui vont être à des prix totalement indécents et qui sont, à mon avis, un peu décorrélés d'ailleurs de ce que la bouteille vaut vraiment. Donc, c'est pas une question d'être forcément le plus cher. Tu es d'accord que tu vas quand même faire pas mal de tes marges. Souvent, en fait, ce que tu vas gagner, c'est quand même souvent, évidemment, grâce au menu. Mais l'additionnel, c'est souvent les bouteilles, c'est connu. Alors, oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'on a des marges qui sont importantes sur les vins. Néanmoins, n'oublions pas que ce n'est pas des bouteilles que nous avons achetées l'année en cours, voire l'année précédente. C'est des bouteilles que nous avons achetées il y a 20, 30, 40 ans. Donc déjà, on les a conservées. Donc il y a un coût de gestion bien amorti, et aussi d'immobilisation de capital.
Oui. Donc il faut l'ajuster à l'inflation, il faut l'ajuster au risque. Et puis, donc c'est un petit peu comme un marché. Hein. C'est comme si on avait acheté des actions. Si on prend le CAC 40 il y a 30 ans, voilà, vous avez déjà une part de la réponse. Après, la chance, c'est qu'on a eu un chef sommeil qui s'appelait David Ridgway et qui a fait des très bons choix, notamment sur la Bourgogne. Donc on a la chance d'avoir ces bouteilles-là. Donc ça fait partie de l'expérience. Et puis après, il y a une équipe. Aujourd'hui, on a une équipe de 11 sommeliers. On a peut-être une des brigades des sommeliers les plus importantes en France qui sont là pour préparer la bouteille. On a une caviste, on a 2 cavistes d'ailleurs. On a Lorraine et Antoine qui sont 2 cavistes à temps plein qui ne font que s'assurer de pouvoir trouver les bouteilles, de ranger la bouteille, de déplacer les bouteilles et de rendre la bouteille disponible quand on va te l'apporter à ta table. Parce que tu ne vas pas attendre 45 minutes pour ta bouteille. On va dire qu'entre le moment où tu l'as commandé et le moment où on va te l'amener, il va se passer peut-être entre 10 et 12 minutes ou 15 minutes. Le temps qu'on la fasse reposer, qu'on te la présente, qu'on te la fasse déguster, qu'on la chambre un petit peu. Il y a tout ce temps-là. Et tout ça, ça doit aller très très vite. Donc c'est toute une équipe qui fait partie des meilleures brigades, donc qui sont ultra formées. On a une verrerie splendide avec Riedel. Donc il y a tout un équipement, il y a tout un package qui va avec la bouteille. C'est pas juste une bouteille qu'on a mise sur l'étagère. Donc il y a tout un univers qui va accompagner cette bouteille pour que la bouteille qui t'est servie, elle soit dans les meilleures conditions. On a gardé ces bouteilles dans des conditions de conservation entre 12 et 14 degrés, avec des impératifs de sécurité aussi qui sont très très importants, en plein milieu de Paris. Donc elles n'ont pas bougé. Donc au final, elle doit être chère l'assurance. Ouais, très très cher. Et donc au final, si on le rapporte à tous les coûts qui entourent finalement ces bouteilles qui ont attendu 30 ans ou 35 ans pour être servies, au final la marge n'est pas si importante. Ok, c'est hyper intéressant. Justement, j'ai envie de rebondir sur l'expérience. Ouais. Parce que typiquement, d'avoir un vin exceptionnel, tu ne le bois pas n'importe comment. Comment est l'expérience de la Tour d'Argent et comment tu l'as fait évoluer ces dernières années? Alors typiquement, on parlait du vin. On a construit une petite collection de carafes. Alors toutes les carafes, c'est moi qui les ai choisies parce que j'ai des goûts assez précis. Donc on a des carafes très classiques, on a une carafe café anglais qui est vraiment la nôtre, qui est une carafe en nid d'abeille qu'on a fait faire à l'époque chez Baccarat, maintenant c'est La Rochère qui nous les fait, qui sont vraiment très jolies carafes. On a une petite collection, on a quelques carafes un petit peu modernes. Déjà on va choisir les carafes en fonction des clients et puis ça va être assez amusant parce que le sommelier il va essayer de sentir un petit peu là où il peut s'amuser. Les uniformes, on a énormément travaillé sur les uniformes. On travaille avec une société qui s'appelle Red Corp, qui nous a développé des uniformes. Par exemple, les sommeliers, ils ont un jacquard, donc ils sont très identifiés sommeliers. On a beaucoup travaillé les uniformes. À l'époque, on était sur un noir un peu classique de grand restaurant, et aujourd'hui, on est sur un bleu nuit un peu plus sombre qu'un bleu nuit. Donc déjà, d'une certaine manière, on a un peu pimpé les uniformes avec des coupes un petit peu plus modernes. Donc, on est toujours dans un grand restaurant, mais on voit bien que les choses ont changé. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, on a à l'expérience à la Tour d'Argent des clients qui sont finalement assez classiques, qui vont adorer l'expérience d'aujourd'hui alors qu'on a tout changé. Qui vont dire, c'est nouveau, on adore. Parce qu'on a réussi à reproduire l'expérience dans le 21e siècle. Et ça, c'est très dur. Alors, quelquefois, on se plante. Quelquefois, on a des idées avec le chef et Stéphane. On se dit, tiens, on va faire un truc comme ça. Et puis, ça ne marche pas du tout. On dit, bon, là, on est peut-être allé un petit peu trop loin. Voire à l'inverse, quelquefois, finalement, on revient à des éléments plus classiques parce qu'on a été un peu trop fort sur certaines choses. Par exemple, je sais que j'avais écouté ça. Je crois que c'était la série de Christophe qui avait dit ça dans un talk. Émilie Medj, bien sûr. Parce qu'on a toute l'argenterie qui vient de chez Christophe. Et souvent, des fois même, les restaurateurs les louent. Bien sûr. Et vous, c'est comment? Alors, c'est peut-être un patrimoine. Christophe est un énorme partenaire de la Tour d'Argent. Ils ont pris toute notre argenterie. C'est exceptionnel. Ils ne l'avaient jamais fait avant. Ils ont amené toute notre argenterie, qu'ils ont réargenté, nettoyé, et ils nous ont tout rendu. Ça ne s'était jamais fait avant. Et la presse à canard vient de chez Christophe. C'est des pièces absolument exceptionnelles qui datent de Frédéric Delair. On est en 1890. Il y en a une au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Ce sont vraiment des pièces extraordinaires, et Christophe et Émilie sont des gens fantastiques qui nous ont véritablement accompagnés. La rénovation de la tour, le chef a un peu ouvert la porte là-dessus. C'est une collection d'artisans et de métiers qui nous entourent. C'est la maison Christophe. Ça a été très cas pour le lit de l'appartement. Ils nous ont fait un lit absolument splendide. C'est les Cognac Camus. C'est la maison Roderer pour le toit de la tour. C'est toutes ces maisons c'est DS d'ailleurs pour la voiture, parce qu'on a une DS Tour d'Argent absolument fantastique qu'on a brandée avec les appuis-têtes en cuir. Enfin, on s'est vraiment beaucoup amusé.
On a été dans leur atelier de création. Donc c'est une collection d'entreprises françaises qui nous ont accompagnés pour cette rénovation. On a défini une raison d'être, on l'a défini il y a 7-8 ans. Nous sommes les ambassadeurs d'une élégance parisienne, les relais d'une émotion entre nos clients et nos artisans, et les héritiers d'un patrimoine gastronomique français. Donc on a dans ces 3 blocs ce qui fait la Tour d'Argent. Et là, je parlais les relais d'une émotion entre nos clients et nos artisans. On a une collection d'artisans, notamment les fromagers d'Île-de-France, la fromentellerie, la chaloterie, la ferme de Coubert. On a une collection d'artisans qui travaillent pour la Tour d'Argent. Je ne parle même pas des vignerons, qu'on peut imaginer, qui sont absolument incroyables, qui nous fournissent leurs meilleurs produits et qui ont envie de donner à la Tour d'Argent leurs meilleurs produits. Pas simplement parce qu'on est la Tour d'Argent, mais aussi peut-être parce qu'on est une entreprise familiale et qu'ils ont peut-être croisé le propriétaire à la réception marchandises, parce que moi je me balade partout et la plupart du temps je suis là. Quand vous travaillez pour un grand palace ou même des très grands établissements, le propriétaire, vous allez rarement le croiser. Ici, moi je suis présent. On est beaucoup plus à l'image d'un relais château de province, d'un Héberlin, d'un Alexandre Gauthier, d'un Trois-Gros, d'un Loiseau, ou d'un Rollinger, d'un Marcon, où les propriétaires vont être très présents et on sent tout de suite, le moment où vous passez la porte, vous sentez tout de suite que ce n'est pas la même chose. Et ça, les artisans, ils vont donner le maximum, les équipes, elles vont donner le maximum. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris un café avec le propriétaire le matin tôt à la machine à café. Et finalement, tu vois, c'est le côté très authentique. On revient à ce luxe qui est vrai, qui est personnalisé. C'est quand tu viens dans une boutique, quand tu viens dans un restaurant, on te reconnaît, on sait qui tu es, monsieur, madame, etc. Alors qu'en fait, avec l'industrialisation du luxe, tu le perds. Alors que là, puis je pense que tu as aussi toute cette chaîne, c'est la fin de toute cette chaîne du savoir-faire, de l'excellence des matières premières, et en même temps, comment vous allez les sublimer et faire vivre une expérience au client qui est unique. Encore une fois, tu viens pour ton bac, pour tes 20 ans de mariage, et en fait, tu apportes une empreinte et tu marques la vie des gens par justement tous ces détails. Ouais, c'est un personnage... L'expérience à la Tour d'Argent, d'abord, on n'est pas dans le Triangle d'Or, on est à l'est de Paris, on est dans le quartier latin. Il y a une dimension, on n'est pas dans le même univers. On n'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est juste savoir que c'est différent. Quand les gens traversent Paris, ils viennent ici, ils vont déjà prendre un petit peu plus le temps. Même à déjeuner, le déjeuner dans les grands restaurants, à l'époque, il y a 10-15 ans, tout le monde disait le déjeuner dans un restaurant, c'est terminé, ce sera que le soir. Au final, on constate une renaissance du déjeuner. Pourquoi ? Parce que finalement, les gens le soir préfèrent se faire une série Netflix, être avec la famille, ne pas boire le soir pour être en forme le lendemain, et finalement, ils vont presque plus profiter d'un déjeuner en ayant bien travaillé le matin, et puis l'après-midi, on va y aller un petit peu mollo, et finalement redémarrer une journée en pleine forme le lendemain. Donc on sent, il y a une renaissance du déjeuner. Donc quand les gens se déplacent et viennent à la Tour d'Argent, parce qu'on est un vrai restaurant de destination, on sent bien qu'ils vont vivre une histoire et qu'ils vont passer beaucoup de temps avec nous. Il y a le bar qui vous accueille, le bar des Maillets d'Argent, qui est lié au monde du polo de mon père, avec toutes les coupes, il y a les maillets, il y a les casques, donc il y a tout un univers autour de mon père. Et les gens commencent à rentrer dans l'histoire de la Tour d'Argent. Ils vont traverser la pièce noire, on va raconter l'histoire de la maison, avec plein d'éléments historiques, notamment l'histoire du café anglais. Ensuite, on a l'ascenseur, donc c'est un restaurant il y a toute une série de séquences. C'est vraiment dans la rénovation, hein, l'architecte Franklin Azy a fait un travail absolument remarquable, mais il a séquencé les moments... Tout le cérémonial. Exactement, tout le moment où un client va tous les moments, le parcours client va être extrêmement séquencé jusqu'à, bien sûr, le restaurant gastronomique. Après, quelles sont les étapes, les autres étapes ? Il y a le restaurant gastronomique, bien sûr, c'est le repas. Un repas à la Tour d'Argent, ça va être entre 2h30, quelquefois 4h, quelquefois même 5h. Les gens vont passer du temps à table. C'est merveilleux, une expérience de restaurant gastronomique. C'est peut-être, après l'hôtellerie... Faites qu'un service le soir ? Oui, bien sûr. On ne pourrait vraiment pas faire, ce serait impossible. Malgré que vous ayez diminué le nombre de couverts, non, c'est impossible. C'est une table, on ne pourrait absolument pas faire tourner les tables, et ce n'est pas du tout l'objectif, et je pense que les équipes donnent déjà énormément. Mais après l'hôtellerie, c'est peut-être le luxe où les clients passent le plus de temps avec nous. Donc on a 4 heures du temps d'un client.
Et on peut compléter ça par le toit de la tour où les clients peuvent terminer un repas, quid avec un cigare sur le toit, avec un cognac un samedi après-midi. Quand vous êtes avec un groupe d'amis ou la famille, finalement, vous avez complété. On est presque parti chez Disneyland, hein, enfin à Disneyland. Il y a toute une expérience. L'hospitalité à son summum. Ouais, c'est absolument merveilleux. On a des clients qui sont quand même arrivés le matin de Champagne, pour ne pas les nommer, qui sont arrivés au bar en fin de matinée, qui ont commencé par une bonne bouteille de champagne, qui ont déjeuné, qui sont redescendus au bar et qui sont remontés dîner au restaurant. Incroyable. Ils ont passé 12 heures avec nous. Oui. Donc, on voit bien que le restaurant est devenu bien au-delà d'un repas, mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une expérience incroyable. C'est une expérience globale. Je ne suis pas le seul à l'avoir inventé ou imaginé. Il y en a d'autres, que ce soit les Michel Guérard ou autres, le regretté Michel Guérard, pensé pour lui et sa famille, mais la tour a cette place et a un storytelling extrêmement complet et ça nous permet de raconter une histoire. Et oui, finalement, avoir le propriétaire, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, je me baladais et puis je passe devant l'ascenseur et en fait le liftier n'était pas là, donc finalement j'ai accompagné les clients dans l'ascenseur et il me regarde, il fait mais vous n'êtes pas le propriétaire? Et il fait si. Et donc finalement on a passé 20 minutes, j'aurais raconté l'histoire, etc. Et donc c'est très familial et sympathique et je pense que toutes les équipes auraient fait pareil. Donc c'est ça qui est merveilleux et que je pense les clients ressentent profondément, cette atmosphère détendue, familiale, mais néanmoins extrêmement exigeante, parce que quand on est à la Tour d'Argent, l'air de rien, il ne faut jamais l'oublier, la marge d'erreur est extrêmement ténue. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à l'histoire des étoiles ? Est-ce que ça te fait nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Aujourd'hui, on est une étoile au guide Michelin. On a été un des très grands 3 étoiles de France jusqu'en 97. On était le premier en 32, un des premiers, on était 5, 3 étoiles à Paris. Ça avait démarré avant en province. Qu'est-ce que ça signifie avoir 3 étoiles ? Vous êtes un des meilleurs restaurants du monde. Et alors c'est principalement sur la cuisine, mais Michelin considère l'ensemble. Donc évidemment, on a pour objectif de récupérer la 2e étoile au guide Michelin. On espère que le guide Michelin va nous accompagner. Est-ce que avoir une étoile, il me semble, détermine aussi ton positionnement prix ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, bien sûr. Si tu as une 2e étoile, tu augmentes tes prix ? Nous, on ne va certainement pas calculer en termes d'étoiles. Non, on va calculer par rapport à nos prix d'aujourd'hui. Mais tu n'es pas obligé de les... Non. Non ? Absolument pas. Ok. Je pensais que si tu avais aujourd'hui, il y a les 3 étoiles qui ne que... sont pas très chères à travers le monde. Je crois qu'ils ont... Il y a un glacier qui a eu 3 étoiles. Je crois qu'il y a un restaurant de rue à Bangkok qui a 3 étoiles. Si je dis peut-être une bêtise, hein. Mais je sais qu'il y a des restaurants qui sont relativement simples, qui ont 3 étoiles parce que l'expérience gastronomique est intéressante. Donc, on n'est plus du tout lié à une question de prix. Et d'une certaine manière, heureusement, parce que nous, on est à des prix aujourd'hui très élevés. Ouais. Aujourd'hui, un ticket moyen, le soir, on est autour de 650 €. À déjeuner, on est autour de 400 €. C'est dire à quel point les gens se font plaisir aussi quand ils viennent à la Tour d'Argent, parce qu'on voit bien que même avec le menu déjeuner, les gens se font plaisir. Donc, on a des prix qui sont très élevés. Donc, aujourd'hui, on a des prix 3 étoiles, même si on a une étoile au guide Michelin. Ok. Au niveau de la reconnaissance à l'international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, c'est essentiel. Alors, c'est un travail de tous les jours. Nous, ce qu'on a comme chance, c'est cette histoire. Ça fait longtemps que nous sommes là. C'est un avantage énorme. Dans une marque de luxe, comme tu dois l'entendre, c'est un des éléments essentiels de toute marque de luxe, c'est l'antériorité. Le fait d'être là depuis 400 ans... et de manière très solide depuis 230 ans, finalement, c'est extrêmement fort pour la marque de luxe. Que la famille propriétaire soit derrière, qu'elle soit présente, qu'elle soit visible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais aussi dans les médias, que ce soit à la télé, ou, même si on n'est pas très présent à la télé, mais on fait quand même quelques très jolis documentaires, ou dans les journaux, ça marque. Les gens cherchent le propriétaire et ça crée une émotion et une chaleur autour de la marque qui est très bénéfique. Et puis ensuite, il y a une excellence de réalisation, bien sûr, dans l'expérience en tant que telle. C'est de la même manière que si on va acheter un produit de luxe. Ici, il faut que les 4 heures, l'air de rien, comme je le disais tout à l'heure, à ces prix-là, on a peu le droit à l'erreur. Et les équipes en sont extrêmement conscientes. Alors, on a 1000 manières de récupérer si jamais... c'est pas toujours de notre faute, hein. Quelquefois, c'est les clients qui sont un petit peu durs avec nous, mais ils ont raison de nous chercher, de nous tester un petit peu. Mais il faut vraiment qu'on soit à la hauteur des attentes de nos clients.
Et puis, et puis après, il y a une part de branding. Maintenant, ça fait près de 10 ans que je travaille avec l'agence Piaton, et c'est Aaron Lévin notamment qui fait toute notre identité graphique. C'est quelque chose, moi, que j'aime beaucoup. J'adore tout ce qui est calligraphie, enfin, écriture, logo, identité visuelle, charte coloriée. Donc, on a une charte très précise qui définit tous les éléments d'identité de la Tour d'Argent. Et là aussi, dans toutes nos réalisations, que ce soit bien sûr le site internet, mais ça va être aussi nos menus, nos cartes de vœux. On le voit bien là, on va être assez précis sur la carte, bien sûr. Et puis on travaille avec des illustrateurs. Avant, c'était Léa Maupetit et Jean Julien. Et aujourd'hui, c'est Vincent Boudgour qui vont illustrer la carte et qui vont mettre un petit peu leur patte de fraîcheur. On adore. Qui vont apporter leur patte de fraîcheur et d'autodérision parce que c'est important dans une marque de luxe comme la Tour d'être sérieux mais de jamais se prendre au sérieux. Exact, sans trop se prendre au sérieux. Et ça et quand on arrive à tomber juste, bah là on a tout gagné. Ah ouais. Et justement, aujourd'hui, dans l'industrie du luxe, il y a de plus en plus de grandes marques, de grandes maisons qui ont des héritages exceptionnels, qui doivent se diversifier, un peu comme toi. Donc aujourd'hui, tu vas avoir un restaurant Louis Vuitton, une plage Jacques Mus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et comment? Parce que, comment dire, il y a des synergies et en même temps, il y a des choses qui sont bien différentes. Ce que va faire un Louis Vuitton, si je ne dis pas de bêtises, ils vont mettre un Jean Imbert ou un grand chef pour apporter de la crédibilité, parce que Louis Vuitton ne sait en soi, son savoir-faire, c'est absolument pas de faire de la cuisine, mais c'est l'expérience, c'est le luxe et en soi, c'est les mêmes codes. Donc, toi, comment tu vas te positionner par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est très intéressant, c'est des suites logiques. Hein. Ouais. On l'a bien vu avec tous les hôtels Bulgarie et les restaurants Ralph Lauren. Donc, c'est un storytelling. Ça leur permet d'étendre le temps qu'ils ont avec un client. Un client qui rentre en boutique, il va peut-être passer 15-20 minutes. Un client qui est dans un restaurant, il va passer beaucoup plus de temps. Donc, c'est d'autant plus d'opportunités de lui vendre des produits. Pour un groupe LVMH, c'est fantastique parce qu'ils ont un panel tellement large de produits de qualité à mettre à disposition de leurs clients que c'est extrêmement intéressant. Donc moi, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Ça nous bouscule un peu, hein, faut être très honnête. Quand un Cheval Blanc ouvre à Paris, l'air de rien, ils bousculent le marché parce qu'ils arrivent avec des moyens considérables, un vrai savoir-faire. Le luxe, c'est pas quelque chose qu'ils ont appris hier. Et ils arrivent à faire des choses très intéressantes. Ils nous bousculent, ils nous poussent à être meilleurs, et puis on essaie de répondre et d'être à la hauteur. Et toi, ta prochaine diversification, c'est quoi? C'est la chocolaterie Alors, on a ouvert l'épicerie, pour nous c'est très intéressant, on voit qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent un petit peu moins. On va vraiment se concentrer sur ce village, vraiment cet esprit de village Tournelle. C'est pas exclu que demain, on s'étende un petit peu sur la fromagerie, ou sur la partie un petit peu traiteur haut de gamme, que ce soit avec des pâtés croûtes ou autres. J'ai les compétences en interne, on l'a bien vu avec le chef qui sait faire des choses remarquables. On a accès à des artisans, à des fournisseurs fantastiques en Ile-de-France et qui peuvent nous fournir une collection de produits absolument géniale. Peut-être qu'on ira aussi parce qu'on le fait déjà avec des sauces, des sels et les crêpes Mademoiselle qu'on fait, qui sont une recette de crêpes qu'on fait dans les cuisines. Donc c'est pas exclu. Demain, on monte un petit laboratoire pour étendre notre production d'épicerie fine. Et est-ce que tu pourrais nous parler également, dans tout ce contexte donc de la diversification un peu à l'international, de ta vision long terme, genre la Tour d'Argent dans 100 ans, là aujourd'hui il y a 2 tours d'argent et en même temps vous avez des produits dérivés et comme tu dis ton concept de village, mais dans 10 ans c'est quoi? Ce village devient une ville, devient un pays? On a tout le quai de la Tournelle, il fait 5 blocs, donc des idées, moi c'est le problème, c'est ce qu'on peut me reprocher d'ailleurs en interne, c'est que j'en ai plein. Donc tout ce qui est connexe à l'art de la table, au lifestyle aussi, à l'art de vivre d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, vous créez une marque. Bien sûr. C'était une institution, maintenant c'est une marque. On peut l'étendre, chaque fois qu'on va rentrer, on est tout petit, hein, on est une petite boîte de 170 employés, même si on a changé pas mal de taille, on fait 17 millions. On va faire 17 millions cette année. On reste tout petit, mais c'est pas mal quand même. Donc il y a eu un très joli travail de développement. On a étendu l'univers de la marque à la boulangerie. On peut l'étendre tranquillement à lifestyle. Par contre, il faut qu'on fasse les choses
très calmement et très lentement, parce que d'abord, nos ressources sont limitées, et si jamais on s'amuse à rentrer sur un métier, il faut qu'à chaque fois, on soit au top et qu'on soit à la hauteur des attentes, à la fois dans la qualité intrinsèque du produit, mais aussi dans la créativité qui l'entoure. Et est-ce que tu peux me parler aussi de votre activité d'hôtellerie? Bien sûr, on a une chambre, un appartement au 5e étage. Ça aussi, c'est absolument petit, passionnant. C'est pas 1 milliard de chambres. Ouais, c'est absolument passionnant et c'est extraordinaire parce que ça permet de vivre une nuit à la Tour d'Argent. On a quelques clients, dont certains assez connus, qui ont déjà dormi, notamment à la Fashion Week, qui ont déjà dormi à l'appartement. Donc c'est vraiment une chance d'avoir cet endroit-là. Et ça crée une expérience en plus. Il y a des photos de la famille, tous les livres sont choisis, il y a beaucoup d'éléments qui racontent une histoire autour de la famille Terrail. J'y ai mis un sauna parce que, comme je suis moitié finlandais, je trouvais que c'était logique d'avoir un sauna. Et puis on a Vous avez un livre aussi. Oui. On a tout un univers autour de la Tour d'Argent qui est raconté dans cet appartement et qui permet aux clients de vivre une expérience éminemment Tour d'Argent, comme il y a une suite Dior ou d'autres. Bien sûr. On n'est pas les premiers à avoir inventé. Exactement. Donc c'est très intéressant. Ça a été très excitant à créer. Puis, un truc que je trouve assez dingue dans tout ce qui va être restauration, hôtellerie, c'est que c'est le luxe à son sommet. Tu vibres, tu vis le luxe sur tous ces détails-là. Et le fait que vous fassiez justement tout ce village et puis en plus l'appartement, je trouve que c'est assez exceptionnel. Ouais, puis, comme c'est familial, tu gardes le côté, je trouve, unique et du coup, tu n'as pas le côté industrialisation qui, des fois, ça fait partie du jeu, mais peut se perdre. J'ai une question. Quel est ton plat préféré? Oh là, mon plat préféré. J'adore une bonne andouillette, mais une andouillette. Vous en faites pas? Ouais. Si, on en a à la rôtisserie, une andouillette frite salade, c'est merveilleux. Un steak tartare, c'est merveilleux. On voit le bon français. Un soufflé au chocolat, c'est merveilleux. Des escargots, c'est merveilleux. Un beau plateau de fromage, tu l'as dit tout à l'heure, c'est absolument exceptionnel. Un riz de veau, oh là là, un riz de veau au sautoir, c'est exceptionnel. Moi, j'adore tout. Moi, je suis très gourmand, je mange de tout. Tu dois être exigeant quand même quand tu vas dans des restaurants. Alors, on dit que les restaurateurs et les cuisiniers sont les clients les plus faciles au monde. Ah bon? Les plus tolérants, parce qu'on sait que notre métier étant tellement difficile que quand on va chez les confrères, c'est comme si on se détendait. Et moi, je trouve ça, je suis comme mon père, en fait, quand je vais chez les confrères, je trouve toujours tout merveilleux. C'est Marquet Berlin qui disait, quand je vais chez les confrères, je ne vois que ce qu'il fait mieux que moi. Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire qui te vient en tête sur un peu les grands personnages qui sont venus à la Tour d'Argent? Il y en a eu quelques-uns, mais il y avait Bill Clinton qui était venu, il y avait Brad Pitt et Angelina Jolie avec qui j'ai un petit peu discuté. Lui, il est très tactile. Ça m'avait marqué. C'est américain comme ça, on me dit, oh là, c'est drôle. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Woody Allen était un gros client de la Tour. Et puis, il y a Gainsbourg qui est venu. On racontait qu'il avait mis une veste exprès. Je crois que c'était mon père, c'était avec... je crois que c'était avec Jean Reno ou c'était avec Belmondo. Je crois qu'il avait eu un petit problème parce qu'en fait, ils étaient très en forme. Ils avaient ouvert les baies vitrées. Ils commençaient à se balader sur les baies vitrées en plein milieu du repas. Et mon père avait trouvé ça particulièrement dangereux. Donc, il n'était pas très content. Je crois qu'il s'en était suivi une semi-bagarre. Enfin, c'était une sorte de truc assez improbable. Donc, non, il y a des belles histoires. Il y a des belles histoires à la Tour. Parce que tu as beaucoup de stars qui sont là. Oui, bien sûr. On a Jamel qui est venu plein de fois. Il y a un autographe assez rigolo d'Alain Chabat. Enfin, tout le monde est venu à un moment donné à la Tour d'Argent. Et c'est ça qui est touchant. La Tour fait partie... Tu sais, tu as cette phrase de ces gars-là qui dit il faut que tu aies une Rolex à 40 ans. Ouais. Dans ta vie, il faut venir au moins une fois à la Tour d'Argent. Oui, au moins une fois. C'est vrai. C'est Sacha Guitry qui disait à la Tour d'Argent, on y vient pour dîner, arrivé là, on regarde. Et c'est vraiment le restaurant de monsieur et madame tout le monde, en fait. On a cette dimension presque Astérix et Obélix, presque, ou Bécassine, en fait. C'est un restaurant qui fait partie de l'imagerie populaire française. Donc il y a à la fois une dimension très prestigieuse et il y a des clients qui vont peut-être faire un grand restaurant de leur vie et ce sera la Tour d'Argent. Avant de passer aux questions signature, j'aimerais bien qu'on parle
justement un peu, pour finir, de l'industrie hôtelière et je vais dire restauralière, mais pas du tout, de la restauration, de l'hospitalité. Surtout, toi, tu as fait ton INSEAD, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision de l'industrie du luxe dans cette filière-là, son évolution ces dernières années, sa taille, ses tendances, ses évolutions, tout ce que tu peux nous dire là-dessus? Oh là, c'est un vaste sujet. J'ai parlé la question n'était pas simple. J'ai parlé de la réinvention du déjeuner parce que c'est vrai que le déjeuner dans un grand restaurant, on l'avait un peu vite enterré. Donc ça, c'est une évolution qui nous a surpris. L'éco-responsabilité, c'est une évidence. Je ne suis pas le premier à le dire. Mais de nature, vous l'êtes, non? Oui, exactement. Et c'est très sympa de le dire comme ça. Parce que on envoie tous nos déchets compostables chez Moulineau au nord de Paris. Je crois qu'on est à 21 tonnes cette année. Donc on fait du biogaz avec nos déchets. On a été un des premiers grands restaurants à Paris à mettre de l'eau filtrée. On s'est fait un petit peu attaquer d'ailleurs là-dessus, mais finalement c'est passé tout à fait naturellement auprès de nos clients. Tu ne vends pas d'Evian ni de Badois, c'est l'eau de la exactement. C'est de l'eau filtrée. D'ailleurs, elle n'est pas facturée. Alors, si jamais un client veut absolument une Châteldon, une Perrier, on va toujours en avoir une. Mais ce n'est pas l'idée. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle l'eau 0 km. On a notre épicerie, on a notre boulangerie. Donc, ça veut dire que le pain, déjà, il ne fait pas 18 km pour venir ici. Il traverse juste la rue. Je me dis très amie avec Lucie Bage, d'ailleurs. Parce qu'elle a souvent parlé de nous comme étant, vous voyez, les grandes marques peuvent utiliser... To go. Et c'est vraiment une initiative géniale contre le gaspillage alimentaire. Là, on commence à recycler nos bouchons, donc tous les clients et surtout tous les bouchons de liège vont pouvoir être récupérés à la petite épicerie. Donc c'est des petits pas, mais qui s'inscrivent tout à fait naturellement dans cette maison. Autre chose aussi, moi j'ai la chance d'être là, j'ai pris la vice-présidence d'une école qui s'appelle Médéric, École hôtelière de Paris, qui a un très beau projet de rénovation d'ailleurs. Et mon grand-père était un des fondateurs. C'est une des meilleures écoles d'hôtellerie-restauration Paris, tout à fait au niveau de Ferrandi, de l'EPMT il m'en manque une. Et en fait, ils ont un programme qui s'appelle Passerelle Handicap. Et en fait, donc ça s'adresse à des jeunes en situation de handicap. Et en fait, on en a 2 ici chez nous, un en cuisine et une dans le service. Et franchement, je trouve, on s'est vraiment beaucoup investi. Et je suis incroyablement surpris à quel point c'est devenu naturel, normal de les avoir parmi nous. Et je trouve ça génial. Les clients sont très fins et comprennent tout de suite que on a une personne qui est en situation de handicap. Donc ce n'est pas forcément un profil qui est comme les autres. Donc ça rentre tout à fait dans l'histoire de la maison. Et pourtant, on est dans la gastronomie, dans un grand restaurant comme la Tour d'Argent. On fait la remise de diplôme là, dans un mois avec les parents, les profs, les trucs. C'est incroyablement émouvant. Enfin, c'est absolument génial. Donc oui, des personnes en situation de handicap ont une place dans la grande gastronomie, dans des lieux qui sont incroyablement exigeants. Et j'ai une question par rapport à toute cette tendance, justement, comment faire vivre une expérience. Donc, beaucoup de restaurants festifs. Ouais. Quelle est, par exemple, peut-être la part de la musique chez vous? Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tout à l'heure, tu disais, nous, c'est toujours festif, mais peut-être pas dans le même sens. Oui, c'est vrai que je me suis un peu emballé sur la partie éco-responsable. Tu me posais la question sur les grandes tendances de la restauration de luxe. Bon, et donc, la restauration festive avec le groupe MoMA et Paris Society, ils ont énormément bousculé le marché à Paris. Ils ont réveillé le marché. Il faut quand même bien se rendre compte de ce qu'ils ont apporté et à quel point ils nous ont bousculé sur le fait d'être fun, d'avoir des lieux qui sont décorés et décomplexés. Donc, ils ont apporté énormément. On sent qu'il y a une petite évolution aujourd'hui. Hein. C'est marrant comme le monde évolue. Donc, ils ont vraiment bousculé le marché. Les grandes marques de luxe, on en a parlé avec le Cheval Blanc, mais il y en a d'autres avec le Grand Contrôle et autres qui ont vraiment investi beaucoup dans le luxe. Il y a une vague de rénovation des hôtels aussi incroyable. Le Ritz, le Shangri-La, les 3 asiatiques, le Shangri-La, le Peninsula et le Mandarin qui ont aussi bousculé le marché, qui ont vraiment réveillé Paris. Aujourd'hui, on a Paris qui est leader sur l'hôtellerie-restauration de luxe. Il n'y a pas une capitale qui est à notre niveau. Il n'y a pas une capitale qui aura une telle offre de grands hôtels.
comme à Paris. Aujourd'hui, il y a 15 hôtels qui sont top niveau à Paris. Qui ont des palaces, même. Qui ont des palaces. Il y a, Londres en a quoi? Ils ont 5, 6, 7, peut-être 8. Paris a une offre extraordinaire. Et puis, une offre aussi niche, comme le Sinner, le Braque, le Nolinsky. Il y a une offre tellement extraordinaire. Donc ça a énormément bousculé le marché. Alors après, il y a une part de... C'est un peu comme les voitures, il y a un côté crossover dans l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, les clients peuvent aller dans un bistrot très simple, comme le Bon Georges ou le Café des Ministères, où il y a d'autres petits bistrots comme cela, et puis faire des additions de vin extraordinaires parce qu'ils ont envie d'avoir un plat relativement simple, bistrotier, ça veut pas dire qu'il soit facile à faire, mais un plat bistrotier, et derrière de se faire une bouteille de vin complètement dingue. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de... Puis des fois, tu n'as pas forcément envie de rester 6 heures à table, il y a un d'être mélange. à la tour d'argent. Ou de manger l'après-midi, ou tard le soir. Ouais. Donc il y a une offre qui s'est complètement éclatée, mais il ne faut jamais s'ennuyer, il faut que ce soit bon, et il faut que ce soit fait avec le sourire. Et est-ce que vous avez vu aussi un impact de tout ce qui va être avis client? Tu sais, oui, aujourd'hui c'est digital, donc tu es obligé d'avoir cette présence sur les réseaux sociaux, de créer ton image, de parler plus en direct aussi des fois. Et puis les gens peut-être parlent moins à l'addition, mais vont plus parler dans des commentaires. J'ai l'impression les choses se détendent un petit peu. À un moment donné, c'était il y a une dizaine d'années, les restaurateurs et les hôteliers se plaignaient beaucoup des avis TripAdvisor, Google, etc. D'abord, moi personnellement, je regarde beaucoup les avis Google. Donc je trouve ça très intéressant. On a la chance d'être à 4,6 ou 4,7, donc nous on est très heureux de notre notation Google. Et c'est très dur parce qu'il suffit qu'il y ait un client pour une raison qui quelquefois n'est pas forcément légitime, nous mettre un 1, et pour rattraper le 1, il faut cravacher. Ouais. Donc nous, les avis clients nous conviennent tout à fait. J'ai l'impression que même avec les réseaux sociaux, in fine, il y a une seule chose qui compte, c'est le bouche à oreille. Rien ne vaut un dîner où tu as été à Paris et où je vais te dire, où tu vas me dire, écoute, j'ai essayé un restaurant la semaine dernière, il faut absolument que tu y ailles. Rien ne vaut cette parole-là. C'est vrai. Et au final, on peut avoir toutes les applications, tous les avis clients, tous les classements, les influenceuses, tous les guides qui vont sortir, le 10 best de Madame Figaro de la rentrée. Tu vas le regarder et tu vas dire, ok, pourquoi pas. Mais finalement, quand un proche te dit, il faut aller là, c'était hier soir, il y a 2 clients qui ont été recommandés par des gens qui sont venus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc finalement, le bouche à oreille, c'est le critère absolu pour un restaurant, et tant mieux. Question signature. Ouais. Quelle est la première pièce de luxe que tu as eue dans ta vie? Un pain au chocolat en sortant de l'école. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un moment, c'est marrant, j'ai un souvenir, c'est peut-être pour ça que j'ai ouvert une boulangerie, et j'ai un souvenir très très précis de cette boulangerie. Le bon français. Ouais, de cette boulangerie rue du Petit Musc, avec un feuilletage et un côté beurré, là, le feuilletage qui se lève un petit peu sur le haut du croissant avec ce côté beurré. À l'époque, il n'y avait pas de problématique de fourniture de bon beurre, donc même, à mon avis, la boulangerie de base, elle avait du très bon beurre. Et j'ai un souvenir très très précis de ma mère qui me donne, je sais plus combien c'était, quelques francs, et de m'acheter ce pain au chocolat. Et quand on sortait de l'école, on s'achetait son pain au chocolat, et c'était un moment magique. Quelle est la dernière pièce de luxe que tu as reçue ou offerte? Alors, là aussi, je parlerai de quelque chose de différent. J'étais en Laponie avec des amis, on était au milieu de nulle part, on est allé pêcher. Et au final, on a ouvert une bouteille de vieux Château Sartan 95. Et ça, c'était un moment de luxe inouï. Ah, incroyable. Une des maisons que tu aimes le plus, et pourquoi? Alors, il faut que je parle d'un confrère. Ah ouais. Il y en a 1000 qui sont merveilleux, mais moi, j'ai une affection particulière pour la Grenouillère d'Alexandre Gauthier, dans le nord de la France, que je vous invite à aller voir, qui est une des maisons qui raconte une histoire tellement profonde, tellement sincère. Moi, je l'appelle le Harry Potter de la gastronomie, parce que le moment où vous arrivez, du moment où c'est dans des marais, c'est brumeux, il y a un univers autour des grenouilles, et pourtant c'est très moderne. Il y a un univers, il y a des petits ponts-levis qu'il faut descendre soi-même quand on va dans son petit cottage, il vous balade en 2 chevaux.
il faut préparer son café soi-même, alors que vous êtes arrivé de Paris, vous avez envie que de pousser un bouton sur une machine à expresso. Et en fait, non, il faut préparer son petit café soi-même quand on arrive. Et en fait, on s'installe dans un storytelling qui est tellement merveilleux, qui est tellement pointu, qui est tellement précis, que c'est une des maisons où j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup inspiré pour réinventer la Tour d'Argent. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le luxe et le plus? Alors, ce que j'aime le moins, c'est peut-être quelquefois cette frontière assez ténue entre le storytelling et le mensonge. On a l'impression quelquefois, certaines marques de luxe, certaines choses qu'on peut lire ou voir sur des vidéos, sont pas loin du mensonge, parce qu'ils poussent le storytelling très très loin, et on voit bien que c'est pas forcément la réalité de ce qu'il y a derrière dans le produit tel qu'il est raconté. Et puis, ce que j'aime le mieux, c'est évidemment l'artisanat et les personnes, l'humain qui est raconté. Certaines marques le font très bien, certaines entreprises le font très bien. Et même pour nous, je me dis qu'on ne le fait pas assez de montrer le temps qu'on passe chez les vignerons à choisir nos bouteilles, à goûter du vin, le temps qu'une brigade de pâtisserie, on a près de 14 personnes en pâtisserie, va travailler pour que le dessert, il n'y a que 5 desserts aujourd'hui à la carte, pour que chaque dessert soit merveilleux. Donc montrer, raconter ces artisans, c'est toujours absolument magique. Ta définition de luxe? C'est peut-être une des questions les plus difficiles. Est-ce qu'on a même le droit moi je dirais qu'il est éternel. C'est un petit peu le luxe finalement. C'est pas si compliqué que ça. C'est la même chose qu'avant. C'est un moment d'évasion. Ça se partage, c'est un moment d'émotion, c'est quelque chose qui restera et qu'on a envie de raconter, mais c'est avant tout une évasion. On a envie finalement d'être extrait de nos soucis du quotidien par cet objet, cette histoire qui est derrière l'objet, ou cet accueil, ce sourire, ce vin qui a été réalisé par un vigneron qui est là depuis 150 ans, ces vignes qu'on a vu grandir et qui ont attendu patiemment pour que finalement on puisse goûter un verre. Donc il y a toujours une histoire, mais c'est toujours une évasion. Et quel est le prochain invité que tu aimerais écouter sur le podcast du luxe? Oh là, c'est très intéressant. J'ai la chance, grâce à toi, d'être le premier restaurateur, ou en tout cas représentant de l'hôtellerie-restauration. Donc il y en a plusieurs qui seraient absolument fantastiques à inviter dans nos métiers. Il faut aller chercher les grandes maisons de province. Il y en a 1000 à raconter. Olivier Rollinger, bien sûr. Alexandre Gauthier, bien sûr. Marc Eberlin, bien sûr. Dominique Loiseau, bien sûr. Pierre Troisgros, bien sûr. Enfin, maintenant, c'est le fils César. Toutes ces maisons-là incarnent une sorte des dynasties absolument exceptionnelles qu'il faut vraiment raconter. Merci beaucoup, André. Merci, Lou. Ravi. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à laisser vos commentaires afin que nous puissions échanger tous ensemble. Ça nous motive et c'est ce qui fera aussi rayonner le podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, à LinkedIn. Ce sera un plaisir de discuter de luxe avec vous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode aussi exceptionnel que celui-ci.